Eh bien, je suis avec Bruno Courtine, qui est le fondateur du cabinet d'avocats Vaughan, qui est spécialisé dans le droit social, mais aussi les crises sociales, et notamment tout ce qui concerne le social dans l'environnement restructuring. Alors, bonjour Bruno. Euh, Bonjour Arnaud. donc, merci de nous rejoindre dans le cadre de cette session de formation. Et j'avais envie de vous poser une question un peu bête. Comment vous définissez une crise sociale dans une entreprise? C'est quoi une crise sociale? Quelles en sont les différentes formes? Et pourquoi on en arrive à de telles crises? Alors, pour moi, une crise sociale dans une entreprise, c'est un petit peu comme un accident du travail ou un accident industriel. C'est d'abord et avant tout un accident, c'est-à-dire que c'est une situation qui est une situation anormale, une situation exceptionnelle. Euh, pour autant, ça ne veut pas dire que les situations anormales ou exceptionnelles ne doivent pas être à tout le moins préparées ou à tout le moins anticipées. Mais pour moi, la définition de la crise sociale, c'est un contexte général qui, le plus souvent, est lié soit à des problématiques qui sont des problématiques strictement économiques, une difficulté économique que l'entreprise va rencontrer, mais ça peut également être la résultante d'un management ou d'une gestion sociale déficiente qui conduit à pousser les salariés et leurs représentants à utiliser en réalité le conflit, donc la crise, pour essayer d'obtenir par des moyens qui sont des moyens plus brutaux, plus violents, enfin générateurs en tout cas de plus de complications pour l'entreprise, par le biais de la grève notamment, à essayer d'obtenir ce qu'ils n'ont pas réussi à obtenir dans un contexte de dialogue social qui est par hypothèse détérioré. Oui, alors, quelles sont ces différentes formes de crise? On parle souvent des grèves, on parle de différentes formes d'action. Qu'est-ce que vous avez rencontré, vous, dans votre carrière? De blocage? Alors, en fait, les crises, moi, je les constate de deux manières. La première, j'aurais tendance à dire, c'est la crise sournoise, c'est-à-dire une situation de détérioration du management et des relations sociales dans l'entreprise telle que ça génère des risques psychosociaux, même si effectivement souvent, je fais le constat que les organisations syndicales usent, voire abusent du risque psychosocial comme étant une technique ou une méthode de revendication, il n'en demeure pas moins qu'il y a des entreprises qui, effectivement, sont génératrices de risques psychosociaux et créent dans une certaine mesure des crises comme celles qu'on a pu connaître chez France Télécom notamment. Donc ça, c'est un premier exemple. Ce n'est pas le plus fréquent, fort heureusement. Le plus fréquent, c'est le conflit social au sens strict du terme, conflit social que on va rencontrer lorsque les représentants du personnel ou les organisations syndicales ont le support des salariés pour générer le conflit, c'est-à-dire sont dans un rapport de force qui leur est favorable et qui va, par ce biais du conflit social, peser sur une revendication, une problématique déterminée qui peut soit se révéler, là encore, dans un contexte qui est un contexte d'une entreprise qui va bien, mais qui n'est pas capable de gérer sa relation sociale, ou au contraire dans une entreprise qui est elle-même en crise, en difficulté, est amenée à engager des restructurations et n'a pas, entre guillemets, suffisamment préparé, si je puis dire, le terrain, qui fait qu'à un moment ou à un autre, la cocotte minute explose et le conflit social se révèle par une grève qui va avoir des effets économiques qui peuvent être absolument dramatiques pour l'entreprise. Alors, dans votre expérience, vous en avez vu beaucoup, bien évidemment. Finalement, ça marche, ces blocages d'entreprises que l'on voit qui font la une de la presse, on pense au Continental ou on pense à Amazon à un moment pendant le confinement. C'est quoi votre regard avec beaucoup de recul? Bien évidemment, tous les conflits ne sont pas aussi durs, mais c'est quoi votre avis par rapport à ça? Est-ce que ça marche Oui, ça marche. Ça marche dans une certaine mesure. Alors,
Oui, ça marche, parce que le premier constat que je peux faire, c'est que à l'occasion de conflits qui, là, pour le coup, ou de crises qui vont être bien gérées, ça peut être de nature à restaurer le dialogue social, de manière aussi surprenante que ça puisse paraître. Ça, c'est un constat qui est un constat que j'ai pu faire à de multiples reprises. C'est-à-dire que on peut effectivement se trouver dans une situation où les partenaires sociaux ne se parlent plus, où en réalité on monté des espèces de barrières entre elles qui font que le dialogue social n'existe plus. Et à l'occasion du conflit, la barrière tombe et ça peut être de nature, une fois encore lorsque c'est bien géré, à rétablir ou à restaurer un dialogue social qui peut être un dialogue social de qualité. Évidemment, on préférerait que ce dialogue soit plutôt bon avant que la crise n'apparaisse. Mais en tout cas, force est de constater qu'une crise sociale bien gérée peut être de nature à sortir par le haut et à créer une nouvelle dynamique post-restructuration notamment, ou post-crise, notamment à l'occasion de la signature d'accords de fin de conflit, où on va essayer d'organiser une sortie de conflit qui ne soit pas uniquement une réponse immédiate à la crise en elle-même, mais de créer les conditions de la restauration d'un dialogue social pour éviter qu'une nouvelle crise n'apparaisse quelques semaines ou quelques mois ou quelques années plus tard. En fait, on a même l'impression d'ailleurs que les syndicats, quand ils font ça, ou les salariés, ils font davantage pression sur les pouvoirs publics locaux ou nationaux que finalement sur les directions d'entreprise. Ça permet de mettre tout le monde autour de la table. C'est un peu l'impression. Avec les débordements qu'on a pu voir, par exemple, sur Whirlpool Amiens, où on bâtit des solutions où en un an, on va claquer 12 millions d'euros sans avoir réussi à créer le moindre emploi pour plus d'un an. Euh, alors, on travaille beaucoup ensemble, hein, Bruno, on ne va pas se le cacher. Ça fait une dizaine d'années qu'on est vraiment partenaires sur des gros dossiers. On a travaillé sur Doux dans le cadre du dépôt de bilan, qui était mémorable. On a travaillé ensemble dans le groupe Soufflé. Et plus récemment, on a travaillé sur la crise du Vélib, là, ce qui n'était pas rien. Alors, souvent dans les entreprises… Sans oublier ce local. Ah oui, et sans oublier ce local, effectivement, on a fait quand même une restructuration sur un quart du personnel, restructuration qui n'avait jamais été menée depuis 15 ans. Alors, souvent dans les entreprises en crise, on est confronté finalement à un dialogue social qui était rompu ou même pas rompu, qui était inexistant, hein. On l'avait vu chez nous, ça n'existait pas, on était dans une entreprise très paternaliste. On fait face souvent à des IRP qui sont en fait des gens très très sincères mais très remontés, qui incriminent leur direction, qui sont désemparés, déçus, tristes de la situation. Comment on fait face à une telle situation, face à ces grandes gueules, face à ces gens qui sont déçus, remontés, puis qui ont peur pour leur avenir? Alors, bon, d'abord, il y a pour moi un point qui est un point absolument essentiel, c'est que vous avez deux modes de gestion de la relation sociale, enfin que j'ai pu constater dans un certain nombre d'entreprises. Vous avez des grands groupes qui décident de séparer en réalité le dialogue social du management opérationnel de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en substance, je mets des équipes RH très pointues avec des directeurs des relations sociales qui ont été formés au droit du travail en face de représentants du personnel qui vont passer leur temps à s'écharper avec le code du travail sur la table des réunions de CSE ou de négociations avec les organisations syndicales. Ça, il faut être très clair. Le jour où la crise arrive, vous avez tous les ingrédients pour que la cocotte minute explose. Pourquoi? Parce que finalement, si la crise est là, ce n'est pas uniquement parce que le dialogue, qui est un faux dialogue en réalité, entre la direction des ressources humaines et les représentants du personnel ne fonctionne plus, c'est que la base pousse et que la base en réalité ne se trouve finalement pas bien représentée par des élus qui fonctionnent en réalité
dans un mode qui est un mode très juridique et qui finalement, dans un certain confort en vérité du dialogue social avec la direction des ressources humaines. Donc, ils vont plutôt négocier pour eux-mêmes plutôt que pour les gens qu'ils représentent. Donc là, c'est une situation qui est une situation, j'aurais tendance à dire, particulièrement problématique. Après, vous avez d'autres situations qui sont des situations où, au contraire, on mobilise le management. Et là, la situation et l'histoire n'est pas du tout la même. Pourquoi? Parce que la base est informée en réalité en direct ou quasi en direct par l'intermédiaire du management et notamment du management intermédiaire. Et vous allez résorber en réalité la crise à la racine. Et donc, c'est beaucoup plus efficace. Et nous avions, Arnaud, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on avait eu l'occasion d'avoir des échanges, notamment avec le patron de la CGC qui nous avait fait une présentation que j'avais trouvée extrêmement intéressante dans l'approche des relations sociales. Il présentait les relations sociales comme une sorte de château fort où vous aviez 4 tours principales et des murs qui les relient. Et les 4 tours principales, c'était quoi? C'était d'abord la direction générale du groupe, vous aviez le management et les directions opérationnelles, vous aviez les représentants du personnel, et tout en bas, vous aviez la base. Et il nous expliquait, à juste titre, qu'en réalité, un bon dialogue social, c'est un dialogue social où toutes les tours ou toutes les tourelles du château ont la capacité de pouvoir échanger entre elles. C'est-à-dire que si vous coupez le lien entre soit la direction générale et les organisations syndicales, soit la direction générale et le management intermédiaire, soit la base avec les représentants du personnel et management intermédiaire, votre gestion des relations sociales est déficiente. Et donc, le jour où vous êtes en crise, l'information ne passe pas, la communication ne passe pas, et donc la résolution du problème ne peut pas se faire. Donc voilà, donc moi, si j'avais un conseil à donner en termes d'anticipation de la gestion des crises, je pense qu'il faut impérativement et systématiquement faire en sorte que le management soit associé à toutes les décisions de l'entreprise et de ne pas être dans un faux dialogue social entre la direction générale via les ressources humaines et les organisations syndicales et les représentants du personnel, sans que cette communication ne passe par les autres tourelles du château. Donc voilà. Vous avez raison. Je rappelle que c'est au cœur de mon livre d'ailleurs, puisque effectivement, j'ai toujours considéré qu'il fallait traiter un CSE comme un conseil d'administration, donner le même niveau d'information et faire venir les managers pour qu'ils comprennent ce qu'est le problème social et qu'ils ne le délèguent pas au DRH. Le DRH doit être là comme le tiers de confiance sur, je dirais, un fil juridique et d'application de la réglementation sociale. Le coordinateur. Le coordinateur de tout. Et c'est à la direction générale de rendre des comptes. Moi, c'est comme ça que j'ai éteint les crises et on a pu l'expérimenter ensemble. Alors justement, on a tous vécu des affrontements, des fractures. Et avec une direction générale qui subit conjoncturellement et qui a des difficultés énormes, qui n'a plus d'argent, qui dépose son bilan. Et puis, généralement, c'est à ce moment-là où les syndicats, curieusement, réclament des augmentations de salaire, alors qu'ils se sont avalés des NAO qui ne se sont parfois pas tenus. Chez nous, 5 années avec des NAO à zéro, qui se passaient en une réunion où il ne se passait rien. Et donc, serrage de ceinture oblige. Comment on fait face à ces situations et qu'on les amène à la raison? On est en difficulté, on n'a plus d'argent à la banque, on ne sait même pas si on va payer les salaires. Il va falloir trouver des moyens pour se restructurer, pour rebâtir un avenir. Et au même moment, on nous demande l'impossible, c'est-à-dire des augmentations de salaire. Alors, quelque part, c'est un peu le même constat que ce que j'évoquais précédemment. Je pense qu'en réalité, dans ces contextes de crise dure, avec des situations effectivement économiques de l'entreprise qui sont des situations de grande difficulté, certes, les représentants du personnel peuvent être amenés à formuler des revendications, j'aurais tendance à dire déraisonnables, mais en réalité, c'est auprès de la base qu'il faut effectivement aller rechercher la solution. Alors, une fois encore, ça ne veut pas dire, quand je dis ça, qu'il faut chanter les représentants du personnel. Certainement pas. Il faut juste s'assurer que la revendication du représentant du personnel est une réelle revendication de la base
et n'est pas une revendication qui va être portée par je ne sais quel représentant de l'union locale du syndicat considéré qui a une dent contre l'entreprise et a envie de foutre le bazar. Donc en réalité, c'est toujours la même histoire. Le seul moyen de pouvoir contrecarrer dans une certaine mesure une revendication qui n'en est pas une, c'est de s'assurer qu'elle n'est pas une réelle revendication. C'est-à-dire que le représentant du personnel qui, et je trouve que l'étymologie est la bonne, est là pour représenter les intérêts du personnel, donc représenter les intérêts de la base, n'est pas en réalité en train d'essayer de se faire plaisir, n'est pas en train d'essayer de jouer une carte qui n'est pas celle finalement partagée par la plupart des salariés de l'entreprise. Donc ça veut dire que le dialogue direct avec les salariés n'est pas une mauvaise chose en soi, mais elle ne doit pas être exclusive du dialogue social avec les représentants des salariés. Une fois encore, c'est un ensemble qui fonctionne. Ça n'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. Et ce qui est intéressant avec la crise du Covid, on va en parler après, c'est qu'on voit apparaître des modes de communication entre les directions générales et les salariés de l'entreprise par des outils qui sont des outils modernes comme Teams, Zoom ou autres réseaux, et qui, dans une certaine mesure, affaiblit ou en tout cas renforce la capacité des directions générales à communiquer en direct avec les salariés et en parallèle peut-être de nature à affaiblir la capacité de communication des représentants du personnel avec les salariés. Est-ce que c'est une bonne chose? J'aurais tendance une fois encore à répondre que non, c'est toujours la même histoire de château fort. La réponse est non. Pourquoi? Parce que malgré tout, à un moment ou à un autre, même si vous avez recueilli l'assentiment de la base, vous êtes obligé de négocier avec ceux qui les représentent. Et donc, si vous les froissez, vous n'attendez pas à ce qu'ils viennent vous signer des accords qui vont peut-être vous permettre de sortir du bazar dans lequel vous vous trouvez. Alors, Bruno, ça fait 30 ou 40 ans que vous faites des restructurations à peu près. Est-ce qu'on peut restructurer une entreprise en France en 2020 socialement? Bien sûr. Mais alors, c'est même très étonnant parce que très souvent, quand on est en contact avec des groupes étrangers, alors pour eux, la France, c'est une pétodière sans nom. Et lorsque vous faites des restructurations transnationales… Mais des Brésiliens m'ont dit, vous êtes un pays communiste, on sait que c'était avant Bolsonaro, hein. Vous êtes un pays communiste, on sait qu'on ne peut pas restructurer chez vous. Voilà, alors ça, c'est une espèce de vue de l'esprit parce que, en vérité, moi, très fréquemment, et je ne fais pas du tout du chauvinisme, c'est juste un constat que je fais, dans des restructurations transnationales, donc la première chose qu'on nous demande, c'est de faire des plannings. Alors ça, le planning, c'est le Graal de la restructuration, ce qu'on peut comprendre parce qu'il y a des enjeux financiers qui sont liés à ça, etc., bien sûr. Mais donc, on fait des plannings. Et très souvent, on s'aperçoit que les plannings qui parfois sont des plannings effectivement très longs, ne serait-ce que par application de la loi, en réalité, on est capable de les raccourcir très vite. Et que très souvent, en vérité, on a des restructurations qui vont être menées en France plus rapidement que ce que l'on peut connaître dans d'autres pays. Donc oui, bien évidemment, en France, on peut restructurer. On peut restructurer en étant dans une entreprise qui va bien, comme on peut restructurer dans une entreprise qui va mal. C'est vrai que dans une entreprise qui va mal, on peut sans doute aller un petit peu plus vite. Mais dans une entreprise qui va bien, et une fois encore, si on a préparé le terrain, pour dire les choses comme elles sont, on est capable de pouvoir mener des restructurations très efficacement et très rapidement. Oui, souvent d'ailleurs, avec un intérêt certain des syndicats, des salariés, ce qui leur crée une rotation. Alors, on a des masses d'argent des gouvernements, et notamment en France, qui sont déversés. On est dans le quoi qu'il en coûte, on le sait tous, ce quoi qu'il en coûte, il est monétaire en fait, et il aura une fin. Et un jour, il faudra rembourser ou pas d'ailleurs les dettes, quoi qu'il en soit. En tout cas, c'est des dettes qu'on va pousser devant nous. Mais quoi qu'il en soit, on sait très bien qu'il y a des entreprises qui ne tireront pas leur épingle du jeu, qui seront beaucoup plus affaiblies. Au contraire, il y aura une accélération des tendances. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, les représentants du personnel et les syndicats sont capables de comprendre
cette réalité d'une entreprise par rapport à son marché, par rapport à des marchés qui évoluent, par rapport à un équilibre financier qui évolue. Est-ce qu'à votre avis, ils ont compris que le monde changeait? Et est-ce que le signal faible que l'on a, c'est-à-dire pas de crise sociale depuis le déconfinement, malgré les appels de la CGT, est un signe encourageant ou pas? C'est une question très compliquée parce que je voudrais pas être dans l'affirmation gratuite. Euh, j'ai, Ça fait effectivement plus de 30 ans que je travaille euh, avec les organisations syndicales, dans une certaine mesure, qui sont mes interlocuteurs, mes interlocuteurs réguliers. Et à la question que vous posez, qui consiste à savoir si les organisations syndicales sont conscientes de la situation, j'aurais quand même tendance à répondre que oui. En même temps, elles connaissent une crise. Alors d'ailleurs, est-ce une crise? Parce que ça fait tellement longtemps que ça dure qu'on peut se poser la question de savoir si on est encore en train de parler d'une crise. Mais en tout cas, elles ne parviennent pas par elles-mêmes à embrayer vers ce nouveau monde. Elles ne parviennent pas à convaincre des jeunes générations de s'engager dans le syndicalisme d'entreprise. Ce qui est assez frappant d'ailleurs, c'est que je constate une certaine forme de développement du syndicalisme étudiant, par exemple, ce qui est assez frappant. Mais par contre, le syndicalisme d'entreprise a effectivement énormément de mal à recruter et le modèle de recrutement des organisations syndicales en France, qui est quand même, disons-le, basé principalement sur la recherche de la protection de salariés qui versent dans le syndicalisme lorsqu'ils rencontrent eux-mêmes une difficulté personnelle dans l'entreprise, n'est certainement pas le meilleur moyen de pouvoir générer des cadres qui puissent être syndicaux, qui puissent être des interlocuteurs de qualité des directions d'entreprise. Maintenant, soyons clairs, et j'ai à de multiples reprises échangé avec des syndicalistes sur cette question-là et des avocats de syndicats qui, à juste titre, nous disaient oui, mais en réalité, l'entreprise ne crée pas les conditions non plus pour permettre effectivement l'émergence de cadres qui soient suffisamment formés, éduqués, si je puis dire, pour comprendre les enjeux de demain. Donc, la responsabilité est indiscutablement une responsabilité grandement partagée entre les entreprises et les organisations syndicales elles-mêmes. Maintenant, il est évident que si les entreprises d'un côté et les organisations syndicales de l'autre ne sont pas capables, au sortir de la crise du Covid, de changer leur mode de fonctionnement, je pense que le dialogue social va connaître dans les années qui viennent une vraie crise, dans la mesure où la loi a donné des moyens qui sont des moyens considérables aux entreprises et aux organisations syndicales pour leur permettre de se doter de normes juridiques qui sont adaptées aux besoins de l'entreprise. Aujourd'hui, on peut globalement tout négocier au niveau de l'entreprise. Donc, ça veut dire que des entreprises qui ont compris l'enjeu et l'intérêt de pouvoir effectivement se doter de ses propres règles par le biais de la négociation collective auraient bien intérêt à favoriser l'émergence de cadres syndicaux dans leurs entreprises qui puissent être les bons intermédiaires entre les salariés de l'entreprise, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins et quels sont les besoins des directions générales d'entreprise pour pouvoir faire effectivement évoluer l'entreprise et faire en sorte d'éviter les crises du futur. Eh bien, Bruno Courtine, un immense merci. Je rappelle, vous êtes l'associé du cabinet Vaughan, spécialiste en droit social et en crise sociale et dans le restructuring. Un grand merci pour nous avoir éclairés sur le volet social de notre formation. Merci beaucoup. Merci Arnaud, merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt.